Alors, première question, est-ce que cette répartition donc des postes qui a été faite hier au gouvernement traduit-elle un subtil équilibre entre les forces politiques? Oui, assurément. D'abord, ça n'a pas pris beaucoup de temps, puisqu'il a fallu une semaine à peu près pour que les membres du gouvernement se mettent d'accord, surtout les formations politiques se mettent d'accord. Et l'acceptation par les non-indépendantistes, et en particulier par l'Avenir en confiance, d'occuper le poste de vice-présidente, puisque c'est Isabelle Chamorro à qui échoit cette fonction, traduit leur relative satisfaction et donc traduit le fait qu'effectivement il y a eu un subtil équilibre au sein de la répartition du gouvernement, des postes au sein du gouvernement, de nature à peu près satisfaire l'ensemble. Avec bien évidemment des secteurs clés qui relèvent de la majorité indépendantiste au Congrès. Je veux parler en particulier de la fiscalité, des mines, du budget, de la santé, de la gestion du Covid. Qui échoua aux indépendantistes comme prévu. Majoritairement, puisqu'ils occupent 6 postes au gouvernement. Je compte dans les indépendantistes évidemment l'éveil océanien. Et puis, malgré tout, des secteurs importants chez les non-indépendantistes. Pour ne citer qu'elle, la vice-présidente conserve le secteur de l'enseignement, qui est un secteur très très important, bien entendu. Alors, premier fait notable, on retrouve certains secteurs auprès de différents membres du gouvernement, par exemple les mines ou encore les relations extérieures. Est-ce que c'est une spécificité là de ce Alors gouvernement? je pense qu'effectivement c'est assez spécifique à ce gouvernement, c'est pas la seule spécificité d'ailleurs. N'oublions pas qu'il a fallu 5 mois pour former ce gouvernement, enfin déjà pour élire un président du gouvernement. 5 mois de conflit entre l'Unipalika et l'Union calédonienne. Et finalement, l'Union calédonienne s'est résolue à voter pour Louis Mapou, pour donc le porter à la présidence du gouvernement, et immédiatement après, Samuel Népéhoun, qui portait les espoirs de l'Union calédonienne, a démissionné du gouvernement, permettant à M. Mouliava d'y accéder. Donc on a tranché la poire en deux. Et donc oui, évidemment, l'Union calédonienne a renoncé à la présidence, mais n'a pas renoncé au poids qu'elle souhaite exercer au sein du gouvernement. Et donc, on parlait de subtil équilibre au sein de l'ensemble du gouvernement. Il a fallu également trouver des équilibres entre les membres, les partis indépendantistes au gouvernement. Alors, on voit à l'énoncé des secteurs que cet équilibre se traduit par des compétences qui sont relativement partagées, au moins dans le vocabulaire, dans l'énoncé, entre le Palika et l'Union calédonienne. Je vois par exemple le secteur des relations extérieures. Alors celui-là est normalement directement attaché aux compétences du vice-président. Les membres du gouvernement ne sont pas des ministres. En tous les cas, ils n'en ont pas les attributions. Ils n'ont pas d'attributions individuelles. Le seul membre du gouvernement qui ait des attributions individuelles, c'est le président. Et dans ses attributions, il est ordonnateur du budget, il nomme aux emplois publics, mais également il a dans son portefeuille les relations extérieures, qui ne sont pas les affaires étrangères, bien entendu, mais la capacité pour la Nouvelle-Calédonie de nouer des relations, notamment en matière économique et sociale, avec des territoires de la région ou d'autres collectivités de la République. Voilà. Ce n'est pas Isabelle Chamorro qui a cette compétence. Non, pas du tout. La vice-présidente, le vice-président ou la vice-présidente n'a pas de compétence propre. Hein. Sa compétence, c'est d'assurer la présidence de la séance en cas d'absence du président du gouvernement. Mais il y a un affichage qui est évidemment important. Mais par exemple, en matière de relations extérieures, on voit que l'équilibre entre l'Unipalika et l'Union calédonienne, c'est que Michael Forest est chargé, lui, du suivi des relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie. Alors, compétent en matière de relations extérieures, compétent en matière de suivi des relations extérieures, on verra qui a la signature, le contre-seing, pour savoir qui, en réalité, exerce la compétence. Mais on voit bien que dans ce domaine des relations extérieures, on a affiché une espèce de partage. Il en va de même pour les mines. Un secteur très important, les mines, pour les indépendantistes qui défendent toujours
la doctrine nickel, l'exemplarité du développement minier et métallurgique du Nord, pour lesquels ils auront quelques difficultés après, évidemment, le rapport de la Chambre territoriale des comptes. Mais, avec Gilbert Thuénon, qui a mais on voit bien, le secteur des minières. mines échoit à Louis Mapou, le président, mais Gilbert Thuénon est chargé du suivi des affaires minières. Alors, donc, c'est une compétence quasiment partagée dans la collégialité, c'est-à-dire le traitement en commun des affaires. On verra qui a le contre-seing. Je pense que c'est le président qui aura son propre contre-seing en quelque sorte, mais ce n'est pas sûr. Peut-être que l'Union calédonienne a négocié dans cet énoncé que Gilbert Thuénon ait le contre-seing au titre du suivi des affaires minières. Il y a un autre secteur également qui est relativement partagé, c'est celui de la solidarité entre l'Unipalica et l'Union calédonienne. Donc Yannick Slamet, il exerce ses compétences en matière de santé, de protection sociale, la politique sanitaire, donc c'est lui qui va probablement suivre la politique du Covid, bien que ça concerne l'ensemble du gouvernement. Mais on voit que Michael Forest est également chargé d'animer les actions en faveur de la solidarité, alors que Yannick Slamet est chargé du secteur de la solidarité. Donc là aussi, oui, nuance. Alors on va voir aussi au contre-seing, mais on voit bien qu'il y a eu la volonté d'afficher, notamment à l'égard des militants, des autres responsables, d'afficher une espèce de partage du pouvoir entre l'Unipalica et l'Union calédonienne. D'ailleurs, en parlant de Michael Forest, il a à sa charge un secteur qui vient de faire son apparition, à savoir la promotion internationale du tourisme. C'est une nouveauté, ça aussi, mais ce n'est pas une compétence provinciale. Si, alors le développement économique est strictement de la compétence des provinces. D'ailleurs, il y a un précédent juridique et contentieux à cette affaire. En 2001, il y a eu un contentieux au Congrès, notamment sur une taxe affectée. Et dans l'affaire, il y avait eu également la suppression d'une taxe affectée en faveur du GIE interprovincial à l'époque, Nouvelle-Calédonie Tourisme, Destination Nouvelle-Calédonie. C'était un GIE interprovincial qui devait bénéficier de l'affectation d'une taxe, et tout a été renvoyé, et le GIE a été renvoyé dans ses buts, d'abord parce que la taxe n'était pas conforme, et que d'autre part, le tribunal estimait que, en matière de tourisme, c'était de la compétence des provinces. Donc, par exemple, en province sud, c'est bien la province sud qui est compétente en matière de tourisme. Mais depuis des années, les professionnels du tourisme en particulier disent « mais c'est très compliqué tout ça, il faut s'adresser chaque fois à des personnes différentes dans les provinces, nous on aimerait bien qu'il y ait un monsieur tourisme ». Et donc le gouvernement n'est pas compétent en matière de tourisme, il est compétent dans certaines matières qui relèvent du tourisme, le transport aérien international, la défiscalisation, les autorisations d'investissement, etc., mais pas directement en matière de développement touristique, qui encore une fois est de la compétence des provinces. Mais le but, c'est de coordonner un peu tout ça, quand même. Pour faire droit probablement à la volonté des professionnels du tourisme qui voulaient absolument un monsieur tourisme, ils ont probablement trouvé que la Nouvelle-Calédonie peut investir pour son rayonnement. Et donc que la promotion touristique relève du rayonnement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc Michael Forest est chargé donc de la promotion, alors l'intitulé exact, c'est la promotion internationale du tourisme qui est de la compétence en matière de développement des provinces. Et donc, on peut dire qu'au gouvernement, il y a un monsieur tourisme qui est Michael Forest. Pardon, et encore une fois, avec cette subtilité que le développement touristique est de la compétence des provinces. Alors, autre question, les loyalistes ont estimé que la répartition de ces postes était suffisamment équilibrée pour qu'ils acceptent la vice-présidence. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'ils bénéficient de secteurs importants? Oui, la vice-présidente d'abord, elle-même. L'enseignement, d'ailleurs, c'est très particulier, puisque l'enseignement, d'abord, lorsqu'il y a eu le transfert de compétences, le Congrès a choisi de laisser à l'État plusieurs compétences en matière d'enseignement qui auraient pu être exercées par la Nouvelle-Calédonie. Le Congrès a dit non, on préfère pour la qualité de l'enseignement que l'État continue.
d'exercer cette compétence. Il s'agit de la qualification requise pour enseigner, de la délivrance des diplômes, ce qui est très important, puisque d'abord, pour avoir des diplômes de portée nationale, il faut évidemment que les enseignants aient la capacité à enseigner à ce niveau-là, et donc ces deux affaires sont restées de la compétence de l'État. Mais il y en a une qui s'est ajoutée sur le plan financier. C'est que lorsque le transfert de l'enseignement secondaire public et l'enseignement primaire et secondaire privé a été effectué en faveur de la Nouvelle-Calédonie, il y a un certain nombre de personnes qui se sont inquiétées du coût. Et l'option qui a été choisie a été celle de dire à l'État, vous continuez à financer les personnels et vous les mettez à disposition gratuite de la Nouvelle-Calédonie. Et donc les personnels de l'enseignement secondaire public et les personnels de l'enseignement primaire et secondaire privé sont des personnels rémunérés par l'État qui relèvent de l'État, même s'il s'agit de personnel de statut territorial, et qui sont mis à la disposition gratuite, globale et gratuite, c'est la MADGG, la mise à disposition globale et gratuite, de la Nouvelle-Calédonie, notamment donc, en matière dans les établissements secondaires publics et dans l'ensemble des établissements privés. Donc ça coûte 50 milliards cette affaire. Vous voyez bien que donc, le secteur de l'enseignement est un secteur important par le nom, mais également par le poids financier. Les autres secteurs sont également des secteurs de poids. Le secteur du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle pour Thierry Santa, c'est un secteur important. Le secteur de l'aménagement, des politiques du développement, avec les questions monétaires, sujet sensible. Pour Yoann Le Courrieux, ça représente des secteurs importants, en rappelant tout de même que la majorité est exercée par les indépendantistes. Donc c'est des secteurs importants pour la minorité au gouvernement. Christophe Gigès, l'économie de la mer, l'économie numérique, la transition énergétique, c'est des secteurs à la fois porteurs d'avenir, donc des secteurs importants pour la Nouvelle-Calédonie. Joseph Manoté, l'environnement, le parc naturel de la mer de Corail, qui est un des parcs exemplaires dans le Pacifique, c'est aussi un sujet important. Donc on peut dire que en respectant les attributs de la majorité et les attributs de la minorité a en responsabilité des secteurs qui sont relativement importants. Quid de l'éveil océanien, donc, qui avait apporté sa voix aux membres du gouvernement, mais qui reste toutefois au groupe UCLFLNKS. Est-ce qu'ils ont eu un retour d'ascenseur Alors, je suppose que dans la négociation, l'éveil océanien a obtenu les secteurs qui l'intéressaient. Donc, les secteurs qui l'intéressaient et qui apparaissent dans les attributions sont des secteurs importants. Le secteur de la construction. Donc je suppose qu'il s'agit de l'ensemble du bâtiment, avec la crise que connaît le bâtiment, et donc les mesures qui devront être prises au niveau territorial pour donner un coup de fouet à l'économie du bâtiment. Donc c'est un secteur relativement important. Le patrimoine immobilier et les moyens, c'est simplement la gestion. Mais le patrimoine immobilier, c'est surtout d'abord les locations de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'a pas été capable jusqu'à présent de se constituer son patrimoine immobilier pour éviter les 450 millions de locations que la Calédonie effectue chaque année. En 10 ans, 450 millions, c'est 4 milliards et demi. Et donc, il manque quelques milliers de mètres carrés pour loger les administrations territoriales. On n'a toujours pas été capable de faire ce choix. C'est peut-être ce qui échoua au secteur de M. Mouliava. Il y a également la modernisation de l'action publique. Bon, les fonctionnaires attendent ça, les politiques aussi, on verra. C'est un secteur important puisque la fonction publique, elle est importante en Nouvelle-Calédonie. Elle est plus importante d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie que dans les autres collectivités de la République. Et puis, l'innovation technologique, c'est un secteur qui est à cheval avec d'autres secteurs animés et contrôlés par d'autres membres du gouvernement. Et puis, les relations avec les collectivités d'outre-mer du Pacifique, je suppose que M. Mouliava sera en pointe sur la poursuite de l'accord particulier avec Wallis et Futuna, mais évidemment tout cela
tout cela est conditionné par le résultat du vote du 12 décembre, puisque si le oui l'emportait, ce secteur-là, notamment, serait complètement chamboulé, puisque la Nouvelle-Calédonie deviendrait un territoire étranger aux collectivités françaises que sont notamment Wallis et Futuna et la Polynésie française. Alors j'ai deux petites questions subsidiaires. Que sont devenues les télécommunications? Le secteur a disparu, non? Il revenait. Non, je pense qu'il n'a pas disparu. Il doit être réparti. C'est un domaine important. Donc on verra quelle est la suite au gouvernement sur cette affaire. Voilà. Très bien. Et alors, dernière question aussi. Louis Mapou donc, va être en charge du suivi des transferts de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les nouvelles compétences à transférer? Alors, il n'en reste pas beaucoup. Il y a les compétences optionnelles et en particulier l'article 27. C'est un transfert de compétences cher aux indépendantistes. On verra si, dans l'intervalle, d'abord, si le 12 décembre, le oui l'emporte, il n'y a plus de problème de transfert de l'article 27. C'est l'article 27 et tous les autres et tout le reste qui est transféré à la Nouvelle-Calédonie qui devient, à terme, à 18 mois après, un État indépendant. Donc la question ne se pose plus du transfert des compétences. Et donc le transfert des compétences est une question qui se pose dans l'intervalle entre aujourd'hui et le 12 décembre et qui pourrait se poser entre le 13 décembre et la fin de l'accord de Nouméa, donc 18 mois plus tard, et qui concernerait, de mon point de vue, essentiellement du point de vue des compétences optionnelles, l'article 27, puisque cet article-là est celui qui est examiné, observé, demandé, un transfert demandé par les indépendantistes depuis longtemps. Bien, merci beaucoup Gabi Briot pour ces différentes précisions. Je vous en prie. À bientôt pour un nouveau décryptage.